Photographe, peintre, designer, agricultrice, marin, couturière, athlète, DJ, ranger en safari, et là maintenant je suis écrivain. Vu que tu maîtrises bien le piocher de bocal, j'en ai préparé un. Le premier jour d'un nouveau métier, tu fais quoi concrètement? Je panique. J'ai 28 ans, j'adore mon travail, mais je te regarde avec beaucoup d'envie quand même. Ouais, bah alors tu vas voir, c'est drôle la stratégie. Moi, j'ai pas envie de me battre pour l'attention des gens. Si ça les intéresse pas, j'ai pas envie de les obliger à regarder un contenu. Aujourd'hui, est-ce que j'ai la vision? Oui, j'ai clairement la vision. Préparez-vous en fait. Bienvenue Charlie. Merci. Bienvenue dans Plan sur la comète et à Lyon du coup. Ouais, à Lyon depuis 1 mois, pile aujourd'hui. Est-ce que tu te sens inspirée par la ville des Lumières? J'adore. Franchement, je me sens très bien. Ça fait J'ai l'impression d'habiter ici depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et ouais, ça fait plaisir. Enfin, tu vois, un peu d'avoir trouvé c'est un peu gnangnan, mais un foyer, voilà. J'ai trouvé un foyer. Bah, au bout d'un mois, c'est hyper positif. Ouais, c'est cool. Surtout que j'ai pas été beaucoup chez moi. Mais franchement, j'aime bien. Et surtout que ton métier du moment, du coup, c'est écrivain. Ouais. Donc, c'est bien de te sentir bien là où tu es, dans ta tanière pour lire et pour écrire. Ouais, mais je pense en fait que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il y a tellement le cœur de mon travail qui se fait toute seule chez moi, dans ma tanière, justement, et qui ressemble vraiment à une tanière. Et que du coup, je me dis, enfin, tu vois, pour moi, c'est plus comme j'y suis beaucoup et que c'est là que tout se passe, qu'il y a tous les déclics, etc. Et bah, je crée des bons souvenirs un peu dans le lieu, quoi. Et niveau sportif aussi, t'as trouvé ton compte. Peut-être en mouvement, tu peux aussi avoir l'inspiration qui vient des livres. Oui, ouais, alors ça c'est un vrai truc par contre, c'est que j'y pense tout le temps, je pense tout le temps à mes histoires. Là tu vois, je suis venue en vélo, je pensais à mes histoires, je me disais est-ce que je pourrais faire ci, ça, mon personnage il pourrait faire ça. Voilà, j'y pense tout le temps, donc tu sais pas trop quand tes idées vont arriver, elles sont pas forcément bonnes, mais tu les gardes dans un coin de ta tête. Et ce qui est sûr par contre, c'est que déjà pour faire du sport, c'est trop chouette. J'ai beaucoup plus envie de faire du sport ici. C'est déjà juste les pistes cyclables. Je ne fais que d'en parler à tous mes potes qui n'en peuvent plus d'entendre cette information, mais je trouve les pistes cyclables trop bien faites. Voilà, je tiens quand même à le dire. Ce podcast n'est pas sponsorisé par la ville de Lyon. On dirait, mais franchement, trop top. Alors moi, je t'ai connue quand tu étais couturière. Okay. Et s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, ça n'a aucun sens de souligner qu'en ce moment, tu es écrivain et que je t'ai connue quand tu étais couturière. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter bien et sûr. En profiter pour parler de ton concept? Ouais. Alors, moi, c'est Charlie, j'ai 24 ans et ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je pioche des métiers qui sont à la base les métiers que je voulais faire un jour quand j'étais petite, que j'ai rêvé de faire, les petits projets que tu notes dans un coin de ta tête, dans une to-do list que tu sais que globalement tu ne réaliseras jamais. Et un jour, en fait, juste après mes études, je savais pas quoi faire et je me suis dit, peut-être que je peux reprendre ces métiers. Et je les ai effectivement tous repris et j'ai mis sur des petits papiers dans un pot. Et depuis, je les pioche et je les essaye un à un, entre 2 et 3, 4 mois, on va dire. Et l'idée, c'est à chaque fois d'être vraiment dans un processus assez poussé, assez profond, où je peux aller loin, d'où la durée. Parce que c'est rapide pour apprendre les skills d'un métier, mais c'est quand même long quand tu dis c'est une immersion. À chaque fois, j'ai l'impression d'être entre une journaliste qui documente quelque chose sur le métier et être vraiment une personne du métier. Je suis ni l'un ni l'autre, vraiment un peu entre les deux. C'est drôle, je suis un peu matrixée par le dernier épisode que j'ai enregistré avec Tristan, parce que j'ai retravaillé dessus hier. Et justement, ce qui transmettait, c'est que le fait de créer du contenu sur quelque chose que tu as appris, que tu sais, ça permet de te l'approprier et de l'intégrer encore plus, vu que tu essaies de le vulgariser pour ta communauté. Je suis hyper d'accord avec ça. Et même, je trouve que quand tu apprends... en fait, le documenter et rendre ce que j'ingère, entre guillemets, je trouve que c'est la meilleure façon pour moi de garder les infos en mémoire, déjà de base, parce qu'en fait... Tu vois, il y a plein de moments, je me rappelle, dans mon parcours scolaire ou avant, ou dans tous les autres domaines de ma vie où je dois apprendre quelque chose, il y a toujours des moments où, je sais pas, t'as la flemme, ça, tu sais que l'info, elle rentre, elle va ressortir. Mais là, quand l'info, elle rentre et que je me dis, punaise, elle est trop intéressante dans le fil du récit, c'est génial, il faut que les gens aient cette clé pour comprendre la suite, et nécessairement, je vais la retenir parce qu'elle devient hyper importante. Et du coup, ça me permet, je pense, de progresser plus vite et de mieux apprendre, parce que il y a aussi le fait que du coup, je suis constamment en train d'apprendre depuis 2 ans, mais par rapport à avant, j'ai vraiment l'impression que j'apprends mieux.
On va en parler, je pense, un petit peu plus tard de ce protocole. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait combien de métiers ? Mais en plus, je n'ai pas compté. Je crois que c'est le 11e ou le 10e. Je crois que c'est le 10e, en fait. C'est le 10e. Tu t'arriverais à nous les ressortir ? Bien sûr. Alors, dans l'ordre, j'ai commencé par photographe. Ensuite... Ah, ça commence mal. Heureusement que je viens de dire que j'apprenais très bien les choses. Photographe, peintre, designer, agricultrice, marin, couturière, athlète, DJ, ranger en safari. Et là, maintenant, je suis écrivain. C'est génial. Voilà. Ça fait beaucoup de métiers. Ouais, ça fait beaucoup de métiers. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de métiers dans le bocal ? Ouais, il y a encore beaucoup de métiers. Et surtout, le pot se remplit de plus en plus de métiers. Est-ce que parfois, t'en enlèves ? Non, j'en enlève pas, mais je sais que le jour où je pioche un métier que j'ai pas envie de faire à ce moment-là, je le ferai pas. Genre, je le remettrai dans le pot, je le virerai. Enfin, il y a des trucs. Par exemple, il y a le métier, et c'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est celui-là dont je parle, mais il y a le métier d'agent immobilier. Et je sais pas, en fait. Il y a plein de moments où je me dis, ah si, ça serait sympa, et d'autres moments, je me dis, j'ai la flemme. Donc, le jour où il tombe, je ne sais pas. On sera attentif. Voilà. Moi, ça m'intéresse en tout cas de te voir dans cette peau-là, parce qu'il y a quelques exceptions, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand fil rouge de créativité dans tous les métiers que tu as pratiqués. Voilà, exception peut-être pour marin et agriculteur, mais la photographie, peintre, couture, DJ, écrivain. C'est vrai qu'il y a un fil de créativité, mais moi, je l'ai beaucoup démystifié, la créativité, et du coup, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire ma vidéo YouTube pour le métier d'écrivain et tout mon process d'écriture, etc. Et sans trop spoiler, il y a une grosse partie sur l'artisanat. Et je trouve que quand tu démystifies la créativité, tu te rends compte qu'il y a une petite part d'inspiration, une petite part de génie, entre guillemets, et une énorme part d'artisanat et de rationnel, de réaliste, de terre à terre. Et moi, j'estime être une très bonne... tu vois, débrouillarde, je sais pas, je calcule bien, je rebondis bien, je vais vite trouver des solutions, etc. Mais je me considère pas vraiment comme quelqu'un de créatif. En fait, pour moi, c'est vraiment la partie artisanat que je développe et qui me permet d'aller dans ces métiers-là. Mais cette partie inspiration, un peu, je sais pas, le truc un peu mystique, tu vois, je n'ai pas l'impression de l'avoir. Ok, c'est hyper intéressant et en même temps, je capte vraiment ce que tu veux dire. Il y a un protocole de création, en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, tu le retrouves, je trouve, dans tous les métiers. Par exemple, marin, c'est pas très créatif, mais la façon avec laquelle je vais réfléchir pour trouver des solutions quand j'ai pas de bateau et qu'il faut que je me mette à naviguer, et qui est-ce que je vais voir, comment est-ce que je m'en sors, et bah, je trouve que ça, c'est aussi de la créativité, en fait. Donc, t'en as vraiment un peu partout. J'ai un exemple aussi à donner qui est assez surprenant. Mon mari était rugbyman professionnel. Il vient d'arrêter sa carrière. Et il était demi d'ouverture, donc c'est un poste assez stratégique. Et on disait souvent de lui qu'il était créatif. Et c'est bizarre, en fait, de dire qu'un sportif est créatif. Mais parce qu'il est créatif dans les options, en fait, de jeu qu'il envisage. Ouais, et en fait, c'est que je pense que la créativité, ça pourrait être, tu vois, là, dans l'exemple que tu donnes, bien comparé avec l'innovation. C'est-à-dire que tu fais des synthèses dans ta tête, mais tu t'interdis pas d'aller sur d'autres conclusions qui n'ont pas encore été faites. Excellent. Eh bien, moi aussi, j'ai un bocal. C'est mon petit happening du jour. J'adore. Voilà. Vu que tu maîtrises bien le piocher de bocal, j'en ai préparé un. Alors, je tiens quand même à ce qu'il y ait une structure dans ce podcast. Comme on vient de le dire, la créativité n'exclut pas la structure. Donc, tu vois, il y a un petit code couleur. Et je vais te guider au fur et à mesure. Et on va commencer par les petits papiers violets. Trop bien. C'est rigolo parce que ton pot est plus beau que le mien, qui est vraiment un vieux pot de cerise au sirop, je crois, le parfait. Alors, ce pot a une histoire. C'était le pot de mon bouquet de mariée. Ah, j'adore! Ah non, mais d'accord. Qui es-tu quand il n'y a pas de projet métier en cours ? Bah, c'est une très bonne question. Tu vas tout de suite dans les choses qui font très mal. Ouais, alors première partie, le but c'est de savoir qui tu es. Et bah, c'est une très bonne question parce que j'ai un peu fait des crises existentielles ces 2 dernières années, évidemment. Et l'objet principal de ces crises, c'était ça. Qui je suis en dehors de... parce qu'il y a eu le mois de avant, qui était quand même globalement assez perdu et assez volatile et partait un peu dans tous les sens et se posait 1 million de questions mais n'engageait aucune réponse. Et dès que je me suis lancée dans ce projet, j'ai tellement trouvé réponse à beaucoup de questions que tout est devenu limpide et
Et tout est devenu logique. Et c'est comme si c'était un... Enfin, tu vois, c'est comme si j'avais placé des gros piliers énormes qui tiennent toute une structure et qui tiennent toute une personne et qui je suis et me donnent un peu des grosses étiquettes. Et c'est tellement gros que t'as envie de t'appuyer là-dessus. Et t'as envie d'oublier qu'il reste tout le reste. C'est-à-dire tout ce que t'es en dehors de ça. Et en fait, je sais pas si c'est clair, mais c'est tellement solide que ça me donnait pas envie d'explorer le reste et de m'appuyer dessus. Et après, j'ai fait des crises existentielles, voilà, évidemment. Et notamment, la première vraiment forte, je pense, que c'est quand je suis partie en Norvège en vélo. Parce que donc, je suis partie de Paris à Oslo, toute seule. J'ai rencontré des gens sur la route, j'ai pas passé un mois vraiment à parler à personne. Mais par contre, le voyage que j'entamais, il se faisait vraiment en solo. Et le pire, c'est que je partais dans le but d'être seule pour justement un peu me confronter à tout ça. Évidemment, il y a des gens que je rencontrais par le biais des réseaux, donc ils étaient au courant de ce que je faisais, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui, pour la première fois, ne savaient pas d'où je sortais, ni d'Ève ni d'Adam, et que je rencontrais par ce projet, mais en même temps, qui me rencontraient moi directement. Quand je débarquais chez des inconnus pour aller dormir chez eux et qu'on avait un dîner, on discutait, et c'était moi, en fait, qu'ils avaient en face. Ils se posaient pas la question de qui j'étais, je leur en parlais pas d'ailleurs. Et c'est là où je me suis un peu dit, oula, mais attends, mais en fait, qui tu es ? Parce qu'il y avait à nouveau cette difficulté de... C'est qu'en fait, je pense que c'est séduisant de te dire que tu as des cartes pour que les gens t'apprécient. Je pense qu'il y a toujours eu beaucoup de doutes sur pourquoi les gens m'apprécieraient à la base. Et est-ce que je suis suffisamment drôle ? Est-ce que je suis suffisamment sympa ? Est-ce que j'écoute suffisamment les gens ? Toutes ces questions-là vraiment liées à ton rapport aux autres. Et quand j'ai commencé à piocher des métiers... Comme il y a eu de l'effervescence sur les réseaux, que je me suis un peu révélée parce que c'est là que je suis devenue bonne, en fait. C'est là que je suis devenue travailleuse et du coup que j'ai poussé quelque chose. Et donc, on a commencé à me faire des compliments et beaucoup le relever. Ça m'a beaucoup rassurée. Et je me suis mise à vraiment m'appuyer là-dessus et à arrêter de me poser les questions de est-ce que t'es assez drôle pour que les gens t'apprécient ? Parce que je me disais, ouais, mais en fait, même si je suis pas assez drôle, c'est pas grave parce que... je couds bien, tu vois. Enfin, j'extrapole, parce qu'en plus, la couture, c'était après. Mais dans l'idée, c'était ça. Et du coup, c'était la première fois que je pouvais plus m'appuyer là-dessus et que j'ai dû vraiment me remettre. Et ce qui m'a aidée, c'est que pendant le voyage, j'ai eu la chance de rencontrer des gens avec qui je suis devenue vraiment amie et qui m'ont dit justement ça, qui m'ont mis en avant des qualités. Et une fois qu'on te les pointe du doigt, ça te permet de te rappuyer dessus. Et il y a autre chose aussi, je pense qu'il y a les qualités que tu as et les qualités que tu considères géniales et que tu as envie d'avoir. Et par exemple, moi, je sais que j'ai trop envie d'être drôle. Après, je ne sais pas si je suis marrante, mais j'ai vraiment envie d'être drôle. Et mes bons amis avec qui ça passe dans la durée, c'est des gens avec qui je vais beaucoup rigoler. Parce que je vais les trouver hilarants et que eux vont aussi trouver mes blagues marrantes et que c'est ça qui me met très à l'aise. Même si je suis pas drôle, mettons, il faut qu'il y ait de la bonne réception et que je puisse me sentir dans un climat où je peux faire des blagues de merde, c'est pas grave. Et je pense que je donne ça en retour aussi. L'idée que tu peux tout dire, ce sera pas jugé. Voilà. Et donc, pour revenir sur ta question initiale... Alors déjà, je trouve que c'est hyper positif que tu soulignes que pendant ce mois à vélo, tu as réussi à te présenter par un autre prisme que ce que tu fais sur les réseaux. Parce que ce qui est génial, c'est que j'étais obligée, en fait. C'est que je n'ai pas eu le choix. Et je pense que c'est ça qui a servi la crise. C'est qu'il y a eu plein de moments où j'ai fait d'autres, comme ça, grands timings de questionnement. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas y répondre par les réseaux. J'étais obligée de répondre autrement, avec les gens que j'avais en face. Donc, c'est ça qui m'a un peu mis sur la voie, entre guillemets. Et je dirais quand même que la première année, c'était différent parce qu'il y a eu vraiment toutes ces remises en question. Mais l'année dernière, vu que j'avais déjà un peu plus de background et de confiance sur ce que j'étais capable de donner, il y a moins eu cette parano et beaucoup plus cette analyse de qui je veux être comme personne et pas comme créatrice de contenu. Et je me suis rendu compte que quelque chose de très important pour moi, c'était la justice, mais à un niveau paralysant. C'est-à-dire que j'ai des énormes débats intérieurs sur ce qui est juste, ce qui est bon, et pas ce qu'il faut faire, tu vois, mais ce que je considère comme être la chose positive, qui aura un impact positif. Et si je rentre trop dans ces débats intérieurs, je finis paralysée comme ça, genre, je peux plus rien faire parce que ça va forcément impacter négativement quelqu'un. Et du coup, je sais que ça, c'est un gros trait de personnalité, quoi. C'est un truc qui, quand tu regardes toutes mes décisions et toutes mes façons d'agir, et tu peux toujours retrouver ça. Donc, je me définirais par ça, quand même, globalement. Ok.
Moi, en quelques phrases, tu sais que tu t'es quand même beaucoup livré sur la personne que tu es. Ouais, mais c'est un long parcours et j'ai échangé avec une autrice récemment qui a remis toute ma vie en question, voilà, et qui a quelques années de plus, un peu plus de vécu, etc. En fait, elle me disait que mon concept était intéressant parce que ça montrait exactement comment, entre 20 et 30 ans, tout le monde est perdu dans la vie et que tu ne fais que ça, en fait, de brasser, de remuer, d'essayer et que ça ressemble à ça. Quoi qu'il arrive. Et que, en fait, mon niveau de galère à chaque métier le montrait bien. Et je me dis que c'était trop intéressant parce que, oui, en fait, c'est comme ça, c'est on galère. Et donc, j'ai aussi accepté de ne pas trop me connaître, mais que c'était des questions à résoudre. Et tu vois, j'ai pas toute la réponse à ta question, mais peut-être que quand j'aurai un peu plus d'âge, j'aurai un peu plus compris. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai 28 ans, j'adore mon travail, mais je te regarde avec beaucoup d'envie quand même, parce que de pouvoir tester tout ça et justement t'explorer par les doutes, les échecs, les remises en question, les réussites, les progrès, c'est une super chance que tu te donnes aussi de pouvoir faire tout ça, quoi. Ouais, je me sens très très chanceuse de pouvoir le faire et d'autant plus que comme ça s'inscrit quand même dans la durée, il y a une évolution et la création de contenu fait que c'est pas plus facile, c'est toujours aussi difficile parce que quand tu te retrouves à apprendre un skill, bon voilà, t'es là par exemple je dois écrire, je suis seule face à ma feuille. Il y a rien qui va changer ça. Mais par contre, on va m'ouvrir des portes qui vont permettre que au moment où je démarre et au moment où je donne le maximum de moi-même, et ce, maintenant, dans tous les métiers, globalement, et je vais avoir la chance de pouvoir aller loin assez vite. Et ça, c'est exceptionnel. Et il y a beaucoup de moments très durs, et c'est souvent les moments seuls où je dois m'y mettre. Mais derrière, il y a aussi tellement de récompenses du fait qu'on m'ouvre des portes, ce qui est quand même assez exceptionnel à chaque fois. Et tu vois d'ailleurs, toi qui as reçu Tristan, quand j'étais athlète, j'ai aussi vu plein d'athlètes et notamment, moi je suis fan de Tristan, il faut le savoir. On était allé faire une session révision des transitions. Quand tu as ce genre de personnes qui te guident sur comment apprendre à faire tes transitions, derrière, déjà, tu as la pression le jour de le jour de la course pour faire une belle transition, mais surtout, tu as tous les codes, tu as tous les tips, tu as tout, en fait. Ouais. Et c'est exceptionnel. Ça te fait faire des pas de géant direct. Je t'ai beaucoup envié à cette époque, parce que j'étais moi-même en train de préparer mon premier triathlon M. Ouais. Et tu m'as mis une sacrée leçon, parce que moi, j'ai pas réussi déjà à le faire avec les pédales automatiques. Je les ai mis que là, cet hiver, sur mon home trainer. Ouais. Et ta progression était dingue, grâce notamment au fait d'être au contact de ces gens qui te donnent accès à tous ces Mais tu vois, conseils. le sport, c'était un super bon métier à faire parce que, encore une fois, pour moi, savoir parce que je me pose quand même la question de à quel point c'est que des portes ouvertes et je suis finalement une opportuniste qui va là où le vent l'amène parce que grâce à la création de contenu, je peux aller où je veux. Ou est-ce que derrière, il y a quand même un reste humain, on va dire, et lié sur les compétences et sur à quel point ce que je vais vraiment donner va changer quelque chose. Et le sport, c'était trop génial parce que ça a répondu à ma question sur ce métier-là. Tu peux pas douter du fait que, oui, t'as les portes qu'on t'ouvre, mais ça te permet de devenir très bon en théorie. Si tu veux devenir bon athlétiquement, c'est toi et toi-même. Et du coup, c'était génial parce que ça permettait de mettre un bon équilibre et, tu vois, de savoir où s'endetter dans le bon concept, quoi. Ouais, carrément. Bon, on est rentré tout de suite très en profondeur, mais vas-y, tu peux piocher un autre papier violet. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est le thème des papiers violets. Ouais, un peu. Les papiers violets, c'est un peu l'identité pour comprendre l'humain que tu es avant de parler plus concept et créa de contenu. Est-ce que tu redoutes l'idée de t'installer dans un métier ? Oui et non. En plus, récemment, j'ai eu un peu des... Je sais plus pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. J'ai rencontré un créateur de contenu qui s'appelle Ramsès Parent, qui est en fac de lettres et qui veut être prof de français. Et à côté, il fait sa création de contenu. Et je me suis dit, mais voilà, cet homme a l'équilibre de vie parfait dont je rêve. C'est-à-dire qu'il a un métier qui le raccroche à la réalité des choses et au monde, quoi. Et à côté, il fait sa création de contenu et du coup, il a tout le génie qui va avec parce que la création de contenu amène quand même des trucs hyper positifs
au-delà des portes que ça t'ouvre, ça implique ça crée des échanges avec les gens que je trouve absolument merveilleux. Et comme tu ne rencontres que des gens qui partagent un peu tes valeurs, c'est comme si ça te biaisait un peu la réalité et que tu avais l'impression que le monde était vraiment beau parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles personnes qui sont autour de toi. Exactement. Tu es vraiment dans une belle petite bulle et bah, c'est super agréable. Mais lui, il a ce truc qui le raccroche à la réalité et qui permet d'avoir les deux mondes, et je pense que ça, c'est l'équilibre. Et moi, j'essaie de le faire en étant à chaque fois vraiment au plus proche du métier que je teste. Mais malgré tout, je reste un peu extérieure au métier, je sais que je vais changer, et c'est pas exactement les mêmes règles du jeu que pour les autres. Et du coup, des fois, je me perds un peu parce que ça me détache trop de la réalité. Et donc, des fois, je me dis que ça serait quand même trop cool d'avoir un métier ancré. Et j'imagine que la création de contenu, vu que je gagne ma vie comme ça, on peut, à chaque fois je dis ça et tous les influenceurs ils sont en mode, non mais c'est un vrai métier. Oui, c'est un vrai métier. Bah, clairement. Donc voilà, donc j'ai quand même un vrai métier, mais c'est pas un métier qui me raccroche à la réalité. C'est un métier qui te fait partir dans je sais pas, tout devient étrange, le rapport aux autres est étrange. Justement, du fait que tu as des portes ouvertes, mais au-delà de pouvoir rencontrer des gens, tu as aussi des marques qui t'invitent sur des événements, t'as aussi, et quand on t'invite, on va te payer un taxi, on va te payer l'hôtel, et c'est un peu bizarre comme façon de vivre quand même. Et tu te perds vite. Donc, des fois, ouais, j'aimerais bien avoir un métier un peu normal. Ok. Vraiment parce que tu as envie d'être raccroché à la réalité, ou est-ce que tu penses qu'il faut être raccroché à la réalité ? Désolée pour la question un peu philo, mais... Ouais, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut. Et bah, tu vois, c'est bien qu'on fasse les choses dans cet ordre. Du fait que j'ai un profond sens de la justice, moi, je veux parce que j'estime qu'il faut. Okay. Voilà. Et du coup, profondément, j'ai envie, quoi. Ouais. Mais après, pour la question de persister dans un métier, c'est hyper challengeant. Moi, je suis devenue très admiratrice de ceux qui se lancent dans quelque chose et restent. Et point final. Je trouve ça très fort parce que, en fait, je pense qu'on se dit souvent, oui, mais c'est parce qu'il est fait pour ça, elle est faite pour ça, mais quoi qu'il arrive, ça entraîne forcément ça entraîne forcément le moment où t'en as marre, où l'herbe est plus verte ailleurs, exactement. Et voilà. Et le monde va très vite et tout change. Et en fait, on découvre tellement de choses à la minute que rester dans quelque chose, je trouve ça très courageux. Tu peux peut-être être aussi en train de prendre goût au mouvement, aux choses qui changent, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas si je m'exprime bien, mais... Si, mais complètement. Ouais. Moi, je deviens addict, au fait, de changer de métier, c'est exceptionnel. De se lancer dans l'inconnu. Ouais, parce qu'en plus, plus le temps passe... T'as tout, plus le temps passe, plus j'ai les bons côtés et pas les mauvais, parce que les mauvais côtés de recommencer à zéro, c'est quand même globalement que t'es un peu terrifié quand tu démarres, que tu sais pas si tu vas faire quoi que ce soit de bien, si je sais pas, tu vas pas te vautrer et vraiment avoir l'air d'un idiot, si ça va pas te mener nulle part. À chaque métier, j'apprends un peu mieux à gérer ces phases-là, à pas stresser, à être détendue même quand je suis nulle, et en fait du coup je me retrouve à avoir vraiment que l'excitation de mais c'est trop bien, on découvre une nouvelle compétence et c'est fascinant. Bah écoute, merci pour la super transition. Je pense qu'on peut passer sur les papiers jaunes qui sont plutôt liés au concept, justement, pour comprendre ta démarche. J'adore. D'habitude, j'ai le droit de piocher un papier que tous les 3 mois. Là, je suis contente. Qu'est-ce qui te rend fière dans ce projet ? Eh ben, je pense que ma réponse d'aujourd'hui n'est pas la même que j'aurais donnée il y a 2 ans, même 1 an. À la base, ce qui me rendait très fière, c'était tout ce qui était basé sur le fait que j'arrivais à faire quelque chose, que à chaque métier, j'arrivais à voir à peu près des skills à la fin, que j'arrivais à progresser, et que du coup, je me disais c'est trop génial parce que déjà pour moi c'est cool parce que ça montre que je sais faire des choses. Et puis pour les autres, c'est bien parce que ça montre qu'ils peuvent apprendre à faire des choses. En fait, moi, ma philosophie derrière le truc, c'est un peu de dire les gars, regardez, j'avais pas plus de skills que vous à la base. À la fin des 3 mois, j'en suis là. Donc en gros, tout le monde peut être là. Et selon la déterre, les moyens, etc. évidemment. Et aujourd'hui, ce qui me rend fière, c'est assez différent. C'est plus que ça donne la lumière sur des métiers dans toutes leurs formes. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois d'être très 360, mais tu vois, la couture, par exemple, c'était un très bon exemple. J'ai montré à la fois le travail de couturier indépendant, de
tous les skills que tu devais maîtriser, de ceux qui faisaient des écoles, de ceux qui faisaient pas d'école, et aussi ceux qui ceux qui travaillaient à l'usine, comment ça se passait. Et en fait, du coup, tu te rends compte que en allant dans un domaine, tu peux faire vraiment beaucoup de choses différentes, que t'as beaucoup de métiers en fait qui gravitent autour, et même en pratiquant le métier, tu peux le pratiquer de plein de façons différentes, et ta réalité peut être très différente. Et ça, je trouve ça intéressant, bon à savoir. Et je trouve aussi que de pouvoir entraîner les gens qui me suivent depuis longtemps dans différents domaines comme ça les oblige un peu à regarder des domaines qu'ils n'auraient pas forcément été cherchés à la base. Et ça connecte les gens. Ma question maintenant, quand j'arrive dans un métier, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'eux ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un DJ ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un écrivain ? Si tu vas en soirée, qu'est-ce qui se passe pour le DJ ? Toi, tu vis ta soirée et tu penses pas au DJ, tu t'en fous. Mais en fait, pour lui, c'est une autre façon de voir les choses. Et quand tu sais un peu comment ça se passe pour lui, je trouve que quand tu arrives à la soirée, tu te poses un peu d'autres questions, tu te places différemment, tu fais autrement. Comme si tu as déjà été cycliste. Si tu as déjà été cycliste et que tu te balades en voiture, tu vas pas considérer les vélos de la même manière. C'est clair. C'est un peu ça l'idée. Trouve des nouvelles perspectives en fait sur tous ces métiers. Maintenant, c'est vraiment ça l'objectif et ça marche. Pas forcément pour tout le monde, mais il y a plein de gens pour qui ça marche et je trouve ça exceptionnel. Mais voilà. tu ressens quand même toujours la même fierté pour le premier point que tu as abordé ? Oui, je ressens la même fierté, mais comme je suis insupportable, maintenant elle est un peu acquise et je suis un peu en mode c'est bon, les compétences pour plus tard. Et même maintenant, je considère que si quand je termine ma vie, j'ai été hyper forte dans tous les domaines, je crois qu'on s'en fout, le monde s'en fout de ça. Alors que si j'ai réussi à un petit peu impacter les gens pour qu'ils se connectent un peu plus entre eux, ça c'est cool. Et je pense notamment à un format long que tu as fait sur YouTube sur un de tes derniers métiers, Ranger en Safari, sur les animaux en captivité. J'ai pas le titre en tête. Je crois que là maintenant le titre c'est « Les animaux sont-ils vraiment heureux en liberté ?» Ah voilà. En fait, à travers un métier, t'ouvres une porte et une façon de voir les choses, un enjeu en fait qu'il y a autour aussi de ce métier et c'est hyper intéressant. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est que je m'en étais pas rendu compte, mais comme je savais pas quoi faire de ma vie, j'ai vraiment fait le parcours un peu classique. Je suis partie, j'ai fait ES, j'ai eu mon bac, après je suis partie en école de commerce. J'ai été confrontée aux mêmes choses que la moyenne des Français entre guillemets. Enfin, tu vois la grosse moyenne. Que moi. Voilà. Et pas forcément dans les chances que j'ai eues, dans les moyens que j'avais à disposition, etc. Mais plus dans la culture. Tu vois, sur Internet, je traînais, je regardais à peu près les mêmes choses. Enfin, ça me donne un peu un avis neutre de ce qu'on donne ce qu'on donne à la société comme information. Par exemple, sur les animaux, on a un peu tous avant de t'intéresser à la question, on a un peu tous le même avis au fond. T'as un peu instinctivement, avec les quelques informations que t'as récupérées à droite à gauche, auxquelles t'as été confronté, t'as un peu les mêmes idées. Et ça me permet, quand j'arrive dans un métier, d'avoir tous les clichés en tête. Et tout ce que je me base un peu comme ça. De me dire, qu'est-ce que moi je sais de ce métier ? Et du coup, qu'est-ce que j'apprends et qui me surprend ? Théoriquement, c'est ça qui va surprendre les gens. Et du coup, c'est ça qui va être le plus intéressant. Et donc, typiquement, la question du bonheur des animaux en liberté, c'est une question qui m'avait toujours paralysée et que, je sais pas, je me la posais depuis des années, mais sans avoir trop de réponses. Et un peu ce truc de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse et du coup, ça me saoule et donc j'ai pas trop envie de m'y intéresser. Et là, c'était l'opportunité et c'était chouette de pouvoir y répondre. C'est comme ça que instinctivement, en fait, tu crées une connexion du coup avec la communauté, parce que c'est très relatable ce genre d'avis ou de questions pour le plus grand nombre. Et je pense aussi à la vidéo que tu as fait en lien avec l'amour. Le sujet philo, vu que tu l'as ressorti il y a pas très longtemps, vu que c'était la Saint-Valentin. Pareil, je sais pas si tu as le titre en tête, mais ça part d'une le coup de foudre n'existe pas et c'est un épisode de Comptoir Philo, Alors ça, c'est très drôle. Mais Comptoir Philo, c'est hilarant parce que c'est le premier épisode, je l'ai écrit en 3 jours, je l'ai monté en 2, ce qui n'a jamais, c'est hyper rapide par rapport aux vidéos YouTube d'habitude que je potasse pendant des jours. Et là, vraiment, c'était très instinctif et je crois que j'avais juste envie de dire ce que je pensais très simplement et sans me prendre la tête. Et je le vois beaucoup plus comme une conversation que j'aurais avec un pote. Et qu'est-ce que je lui raconterais de mon avis. Et puis voilà. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est la même chose toujours. Ah, j'ai eu ce déclic. C'est fou, je sens que ça va changer quelque chose dans ma vie. Allez, je le raconte, comme ça, au cas où, ça peut donner des clics peut-être pour des gens. Ouais. Allez, partons sur un autre papier jaune.
Alors, quand tu pioches un métier dans le bocal, est-ce que c'est vraiment par hasard? Alors, c'est ce que je te disais. Oui, c'est par hasard, mais le jour où je tombe sur un métier que j'ai pas envie de faire, oui, je le ferai pas. Et je m'interdis pas de faire autre chose aussi, parce que par exemple, le projet de ranger en safari, je l'ai même pas pioché, parce que j'avais cette opportunité. J'ai discuté d'abord avec le lodge là-bas, et du coup, je savais déjà en fait que je partais sur ces dates-là. Pareil, le projet de la Norvège, c'est pas quelque chose que j'ai pioché. Là, sans teaser trop, j'ai 2 projets qui arrivent cette année que je ne piocherai pas parce que je les ai réfléchis, je sais que je veux les faire, etc. Mais qui peuvent un petit peu s'implanter dans l'ADN d'un métier, voilà. Mais du coup, je m'interdis pas de sortir du concept non plus. Ok. Ouais, c'est très personnel. Après, il faut que ça reste. Oui. Moi, je trouve ça important de vraiment pas m'enfermer dans quoi que ce soit, et le message, ça reste, on fait ce qu'on veut, donc. Et de saisir les opportunités si elles se présentent aussi. Ouais, quoi. saisir les opportunités et surtout faire les choses au moment où tu as envie de les faire, parce que tu vas les faire mieux. Même si c'est pas le timing idéal pour ton planning et que c'est pas la meilleure organisation, c'est comme ça, tu as envie de le faire, il faut le faire. Ouais. Mais tu peux encore piocher un jaune, du coup. Je peux Le encore dernier piocher un jaune. Il m'intéresse vraiment. Ok. Ils sont bien pliés, ces petits papiers. Oui, mais ils sont bien écrits aussi. Merci. Le premier jour d'un nouveau métier, tu fais quoi concrètement? Je panique. Non, mais on rigole, mais en fait, il y a toujours la même phase. C'est-à-dire que le premier jour, je suis submergée. Je commence mes recherches et je me dis non, ça va être easy, dans la pocket, le métier. Et une fois que cette première phase-là est passée et que je commence à creuser, ça devient atroce parce que je me rends compte que jamais je n'arriverai au bout, évidemment. Et ce qui est normal en 3 mois, heureusement. Et en tout cas, le premier jour, je fais beaucoup de recherches et souvent, je dirais qu'il y a une première partie vraiment recherche sur à quoi ressemble le métier. Et moi, j'aime bien voir un peu, presque comme pouvoir dresser un emploi du temps. Tu vois, là, écrivain, je me suis dit, ok, et un écrivain, ça fait quoi dans sa vie? Est-ce que ça ne fait que écrire? Et là, en l'occurrence, la réponse était non, parce qu'il y a aussi toute la partie édition, toute la partie communication. Enfin, il y a plein d'autres composantes. Et après, je me dis, donc il va falloir que j'aille creuser ces différentes composantes. Et par quoi j'ai envie de commencer et comment je vais pouvoir aller les creuser. Donc ça, je dirais que c'est un peu... Le fait, le premier jour, c'est vraiment limite de la structure et de l'organisation. Il n'y a pas d'apprentissage concret. Enfin, je regarde un peu c'est quoi l'emploi du temps presque. Recherche à fond. Ouais, recherche à fond. Et après, dès le premier jour, très important, je vais chercher des figures inspirantes. Ça, c'est vraiment un point clé pour moi. C'est des gens que j'ai envie de contacter, des gens qui, tu vois, que je vais trouver trop stylés et qui vont me motiver, en fait, pour les jours d'après. Où je vais me dire, ouais, mais tu vois, lui, il est trop classe, ou il est trop smart, ou il est trop pertinent dans son truc. Moi, j'ai envie d'aller dans cette direction-là, et du coup, tu vas un peu grappiller les contenus, et tu sais que pour les jours où tu seras un peu fatigué, et justement, tu auras envie d'aller écouter un épisode d'un podcast, de un TL qui raconte. Et du coup, j'ai besoin de tout de suite avoir ces figures inspirantes. Et ouais, c'est déjà bien pour le premier jour. Est-ce que tu as déjà fait un vision board, genre en jour 1, justement, pour... il y a super longtemps, je faisais ça. Mais maintenant, je trouve que les vision boards, c'est trop précis, justement. Et ça... Si tu te mets à trop idéaliser ton vision board, déjà, t'as un peu le truc de... En fait, moi, je me mets trop à y croire. Je suis trop crédule. Et je me dis, allez, c'est bon, c'est dans la poche, le métier est plié, je sais comment aller au bout, etc. Et c'est surtout que, en fait, je suis pas bien placée pour définir un objectif final au moment où je démarre, parce que j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants du métier. Donc, il vaut mieux que je me laisse évoluer. Et même là, je sais pas où ça va finir, ce métier. Je l'apprends au moment où ça se termine. T'es à combien de temps, là, du métier ? Là, on arrive fin février, donc je termine fin mars. Il y aura eu que 2 mois pour écrivain, 2 mois et demi, grosso modo. Et du coup, il me reste plus beaucoup de temps. Mais pas de pression, hein. Non, pas de pression. Pas de pression. Ouais, non, pas de pression. Mais c'est super intéressant, il y a plein de trucs à faire. J'aime beaucoup ce métier, en fait. J'aime beaucoup ce métier, je le trouve très cool. On va s'en tenir au premier jour, parce que j'ai compris aussi que selon le métier, la démarche doit être différente. Je sais que pour athlète, tu t'étais pas mal entourée aussi de spécialistes sur certains sujets, etc. Mais j'essaye quand même, quoi qu'il arrive, de m'entourer. Et ça, c'est justement quelque chose que j'ai gardé de athlète. Quand j'ai commencé le métier d'athlète, j'ai été vraiment heureuse pendant ce métier. Et à la fin, je me suis dit, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement ?
le vélo, mais aussi le fait d'avoir une équipe et d'avoir des gens qui tous les jours me disent alors ça va, t'en es où, qu'est-ce que tu fais, etc. Et là, dans l'écriture, quand j'écris, chaque texte, je le fais relire. Enfin, pas chaque texte, mais les textes sur lesquels j'ai vraiment envie d'avancer, je les fais relire par, on sait pas, par des fois par ma sœur, par ma famille ou par des gens qui écrivent. Et en fait, d'avoir des retours, ça me permet de me dire que je ne travaille pas toute seule. Et dans tous les métiers maintenant, j'essaye de vraiment m'entourer aussi comme ça. Il y a les gens que je rencontre et qui vont m'inspirer et qui vont me donner vraiment presque plus le format interview où c'est vraiment le maître et l'élève, et voilà. Et après, plus des gens du quotidien qui vont vraiment être là. Voilà, c'est ça exactement. Pour c'est tout bête, hein, tu vois, mais par exemple, l'autre jour, il y a... par exemple, là, en ce moment, sur Écrivain, je parle beaucoup avec Chris Laquiès. Et tu vois, il m'a envoyé son livre, il m'a demandé après ce que j'en avais pensé, il était trop content quand je lui ai fait ses retours. Et puis, un jeudi soir à 18h en random, il va me dire alors, comment ça va, qu'est-ce que t'as écrit. Et ça change tout, d'avoir quelqu'un qui te demande qu'est-ce que t'as écrit. Ça change tout parce que... du coup, t'as envie, en fait, d'avoir quelque chose à lui raconter. Ouais. Et c'est hyper motivant. À garder pour la suite du concept, alors. À garder. Ok, maintenant, je pense qu'on a compris la mécanique de ces piochages de bocal. Je te propose de passer au papier rose, qui sont plutôt en lien, du coup, avec la création de contenu et la stratégie qu'il y a derrière ce contenu ou pas. On va voir. Ouais, alors, tu vas voir, c'est drôle, la stratégie. As-tu un secret pour embarquer une communauté qui ne sait jamais ce que tu vas faire après ? Mais je crois que tout le monde adore le fait que je ne sache pas, parce que en fait c'est trop drôle. Mais étonnamment, moi je trouve ça plus excitant que flippant. Enfin, en fait, je sais pas si j'ai vraiment déjà eu peur. Mais j'ai pas trop peur du métier d'après, j'ai pas trop peur de ce qui va arriver. Et du coup, je crois que ça transmet naturellement assez bien, où tout le monde a juste trop hâte et en mode, allez, trop marrant, c'est quoi la prochaine parenthèse, qu'est-ce qu'on va découvrir après ? Et du coup, comment les embarquer ? Et je sais pas. Mais en fait, tu vas voir que toutes mes réponses sur cette partie vont être nulles parce que... Enfin, vont pas être nulles, mais vont être assez pauvres en enrichissement pour quelqu'un qui voudrait faire de la création de contenu parce que moi, je réfléchis très peu. Ok. Maintenant, j'ai analysé. Et ça fait... Enfin, moi, j'ai toujours dit que je réfléchissais très peu. C'est vraiment le cas. C'est très instinctif. Mais... je me rends compte que c'est un instinct qui est bâti sur beaucoup d'informations qu'on m'a déjà données par le passé, que j'ai tellement intégré que mon instinct est devenu ça. Voilà, exactement. Et pour avoir déjà beaucoup échangé avec des créateurs de contenu qui vont vite te dire, tu testes plein de formats, quand il y en a un qui fonctionne, tu le dupliques, voilà. Et moi, j'ai toujours dit, non, moi, je m'en fous, je fais pas ça. Déjà, je suis concentrée sur les métiers, donc j'ai pas que ça à faire. Les vidéos, elles sont vraiment là pour raconter au plus simple et au mieux ce que je vis. Mais en fait, moi, je vais d'abord vivre les choses. Une fois que je les ai vécues, s'il y a un truc que je me dis, ah, quand même, ça, il faudrait que je le raconte, c'est vraiment cool, et là, je vais faire une vidéo dessus. Ça m'arrive hyper régulièrement de vivre une scène. Après, je me dis, ah, c'est sympa. Et du coup, de refaire la scène, parce que comme ça, je la vis. En fait, je la vis pas pour de vrai avec la caméra, je l'ai déjà vécue, moi. Et je sais plus où j'en étais. Voilà, je me suis perdue dans mon explication, c'est bien. Est-ce que dans ces cas-là, tu réécris quand même un script pour raconter de la meilleure des façons ? Oui, alors c'est vrai que par contre, j'ai un process. Ah oui, c'est là que j'allais en fait. C'est que malgré tout, quand je poste, je vois ce qui intéresse les gens. Et du coup, je pense que ça influe tous ces petits moments où je me dis « Ah, mais ça pourrait être intéressant, c'est cool ». Parce que je sais déjà, j'ai beaucoup de retours, je lis beaucoup les messages. Et en fait, c'est pareil, tu vois. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Moi, j'adore lire les commentaires, lire les messages, parce que c'est comme une conversation pour moi. Et je me suis dit il n'y a pas longtemps, mais en fait, c'est du community management. Et tu vois, quand tu fais j'ai déjà eu des projets où je devais faire des enquêtes, quand j'étais dans des projets un peu plus start-up, etc. Tu dois faire des enquêtes pour comprendre ce qu'attendent les gens, quels vont être leurs besoins, etc. Et en fait, c'est un peu ce que je fais au final. Mais c'est tellement naturel et humain que je m'en rends pas compte. Et du coup, je trouve ça très confortable. Tu fais de l'étude qualitative au quotidien. Exactement. Mais sans m'en rendre compte. Et c'est ça qui est génial, parce que les études qualitatives, c'est tellement chiant. Mais là, c'est vraiment pas pareil. C'est encore une fois, je sais pas, comme si t'organisais un anniv et tu demandais à tes potes, alors vous avez pensé quoi et tout. Comme ça, le prochain anniv, tu fais un truc qu'ils ont encore plus, qu'ils apprécieront encore plus. Mais du coup, pour répondre sur le process plus technique, moi, je scripte tout. Je trouve que c'est comme ça que je suis la plus efficace, parce que, encore une fois, avec le temps, je prends plaisir à la création de contenu, mais juste,
justement plus un petit peu dans le fait de faire une bonne vidéo, beaucoup dans le fait de discuter avec les gens après. Mais maintenant, moi, c'est vraiment, je veux juste passer mon message, en fait. Je veux juste passer mon message, je me casse pas la tête à me dire est-ce qu'il y a un hook, est-ce que la vidéo est excellente, est-ce que c'est sympa. J'estime pareil avoir un peu mes codes de montage et les trucs que je fais par habitude. Et c'est très bien parce que mon objectif, au départ, il y a eu beaucoup de travail sur la forme. Je pense que ça m'éclatait beaucoup de le faire. Mais maintenant, en fait, ça prend tellement de temps la forme que je préfère me contenter sur le fond. Et du coup, j'écris un script avec ce que j'ai envie de raconter. Ça va très vite, en fait, d'écrire le script parce que c'est vraiment comme si je parlais à quelqu'un. Ensuite, je le tourne je lis phrase par phrase mon script. En fait, je lis une phrase, je la dis à la caméra avec le ton, je relis une autre phrase, je la redis, ainsi de suite. Au montage, je coupe à chaque phrase et ça part. Enfin, après, non, je fais la colo, les sous-titres, je mets une petite musique et ça part. Trop bien. Mais tu vois, mais moi, j'ai du mal à l'expliquer. Depuis le début, j'ai l'impression d'avoir vraiment embarqué dans tes histoires parce que tu les racontes bien. Et nous, dans le cadre de mon travail, on est souvent aussi en veille. Et des fois, on a bloqué sur certains de tes reels en se demandant pourquoi ça fonctionne. Mais en fait, ça fonctionne parce que c'est très bien raconté et il n'y a pas trop de fioritures, entre guillemets. Mais oui. Comme tu dis, il y a des fois où, oui, c'est important et intéressant de s'accrocher à la structure ou développement, CTA, etc. Mais en fait, s'il y a vraiment quelque chose à dire, juste une belle colo et des sous-titrages et des cuts qui dynamisent, c'est bon, en fait. Ouais, exactement. Et... Enfin, ça, je m'en suis rendu compte, je sais pas pourquoi, mais sur ma vidéo YouTube de la couture, j'avais pas le temps. Donc, j'ai juste fait un facecam que j'ai écrit en 2 jours, tourné en 1 heure, et la vidéo après, elle faisait 15 minutes. J'étais en mode, oh, j'ai la flemme, je mets même pas de musique, je mets rien. Enfin, je crois que j'ai mis j'ai mis de la musique sur mes chapitres qui s'annoncent, et c'est tout. Et le reste, c'est vraiment juste des cuts, et c'est un peu une vidéo basique. Et quelqu'un qui a dit, mais en fait, c'est génial, parce que comme il y a rien dans la vidéo, il y a juste ce que tu racontes, des exemples, les images adéquates et tout, et ben on comprend hyper bien et ça ne perturbe pas ton discours. Et je me dis, mais oui, en fait, moi, j'ai pas envie de me battre pour l'attention des gens. Si ça les intéresse pas, j'ai pas envie de les obliger à regarder un contenu. Ça t'intéresse pas, bah c'est pas grave, tu regardes pas, je m'en fous. Et par contre, les gens que ça intéresse, j'ai pas besoin de... Enfin, c'est pas des abrutis, quoi. J'ai pas besoin de leur mettre des flashs dans tous les sens pour qu'ils restent. Si ça t'intéresse, tu restes et tu regardes, et puis tu prends ce que tu as à apprendre. En fait, moi, j'estime que faut que les gens soient motivés. Faut que les gens aient envie et d'eux-mêmes. C'est pas à toi de créer des stratagèmes pour qu'ils restent. En fait, si les gens ne sont pas intéressés par mes vidéos, et bah, je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, je le fais pas pour eux. Je le fais pour ceux que ça va intéresser. Et ceux que ça va intéresser, ils ont pas besoin de tout cet artifice-là. Ouais. Et tu vois, pour rebondir sur la question, moi, je me suis moi-même, en tant que membre de ta communauté, rendu compte que j'ai décroché sur certains métiers, je l'avoue. Mais c'est normal. Mais genre, je suis restée. Juste, je me suis dit, bon, bah, DJ, par exemple, ça m'intéressait un petit peu moins. Personne n'a aimé DJ. Désolée. Mais je suis restée en attendant la suite, quoi. En me disant, je sais que à un moment, ça va de nouveau m'intéresser parce que j'aime la façon dont tu transmets, justement. Donc, attendons. Mais ouais, mais DJ, c'est un vrai mystère. Mais personne n'a suivi. Mais je pense, et c'est en fait, ce qui est génial, c'est que ça représente extrêmement bien aussi la notoriété et l'image des métiers dans la vie. Et DJ, ça n'a pas une hyper bonne image. Tout le monde s'en fout des DJ, en fait. Quand tu regardes, les gens, ils ont vraiment pas bonne réputation. Et c'est un truc qui les pèse. Et j'en ai parlé dans ma vidéo finale et tout, mais du coup, c'est génial parce que le fait que les gens soient désintéressés DJ, ça montre encore une fois ça. Donc ça représente bien. Ouais. Mais c'est qu'en fait, c'est très technique tout de suite et que la beauté du métier est très subtile. En plus de ça, il est assez perverti. Du coup, c'est dans notre imaginaire, on va dire, on est très à côté de la plaque. Et il y en a qui en jouent et qui s'en sortent très bien. Et du coup, c'est compliqué. Mais donc, je te pardonne, hein, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai remarqué, alors tu vas me dire si j'ai raison ou pas, que depuis... le mood un petit peu musical de tes reels a changé. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu plus techno. Mais là, en étant écrivain, je n'écoute pas du tout de musique. Et donc, c'est la première fois depuis des mois que je fais pas de veille. Mais le truc de faire de la veille musicale et d'être moteur de ce que j'écoute, je me suis rendu compte que c'était un très grand plaisir dans ma vie d'écouter des musiques
Moi, ça, c'est. Pour le coup, c'est un peu une frustration de ne pas avoir réussi à transmettre ça, mais c'est les sensibilités de chacun, j'imagine. Et je pense même qu'il y a un truc physique, mais moi, il y a des musiques qui me font vibrer, mais à un point où. Alors que je suis pas très émotive, mais je pourrais pleurer, quoi. Et j'ai l'impression que tout mon corps va exploser. Il y a des musiques, enfin, je me sens en symbiose avec, et c'est hyper fort. Et de passer du temps à chercher ces musiques, d'en avoir plus dans ma vie. Et ben ouais, ça, j'adore, ça m'apporte vraiment un truc. Donc du coup, forcément, puisque tu passes plus de temps à chercher des musiques, t'as plus d'idées, t'as plus de... Ouais, ça a été une source d'inspiration aussi, quoi, finalement. Ouais, carrément. Eh ben, on peut passer au prochain papier rose, alors. Allez. Il y a encore quelques questions qui m'intéressent vraiment. Est-ce que tu penses en format quand tu crées ou tu restes dans l'instinct? Bon, je pense que tu as déjà répondu du coup à cette question. J'ai déjà répondu, et d'ailleurs, si tu veux un bon exemple, je suis allée passer 2 heures avec un auteur, et je suis arrivée, j'ai rangé mes caméras, et après j'ai dit ok, bon bah discutons. Et il m'a dit mais on fait des formats, j'étais en mode, je sais pas, mais qu'on verra à la fin, parce que moi je sais pas ce qu'on va se raconter. Tu sais pas comment la discussion va évoluer, tu sais pas ce qui va se passer, et j'ai pas du tout envie d'être là en ayant un plan dans la tête. Et en fait, je trouve en plus que, encore une fois, si t'as un plan, tu fais confiance au toi d'avant la discussion. Mais le toi d'après discussion, puisqu'il aura vécu, il sera enrichi de cette discussion, il sera plus à même de trouver un bon format. Donc, je préfère réfléchir après. Donc non. Ah, j'adore cet état-là. Je suis aussi en train de connecter avec un épisode que j'ai enregistré il y a pas très longtemps avec Emma Rota, qui est une réalisatrice et journaliste sur M6. Okay. Et on a beaucoup creusé du coup les méthodes de fabrication en fait d'un documentaire. Et elle m'a beaucoup transmis sur le fait de, en fait, toujours se tenir prêt à accueillir l'inattendu et à créer en fait à partir du réel. Et c'est drôle parce que nous, on avait une discussion qui était plutôt orientée format long, quoi, documentaire. Mais finalement, toi, comme tu le vis, c'est comme si tu le transposais aussi en format court. Ouais, je le transpose dans tous les formats, mais même dans la vie d'ailleurs. Je pense que c'est important, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, de plus avoir de vision board pour laisser les choses t'emmener là où elles t'emmènent. C'est important. Genre, lundi, je t'ai écrit, tu fais quoi en fin de semaine? Ouais, voilà. On est vendredi et on est là, quoi. Et, on est là. Et tu m'aurais écrit plus tôt, on serait pas là, hein, c'est sûr. Parce que j'aurais pas eu assez de... Ouais, il y a trop de choses qui auraient changé entre deux. Mais je sais qu'en programmation de podcast, je le fais pas que pour moi. Je le fais aussi pour Nico, pour le podcast Endorphine. Ouais. La règle, c'est pas de règle, en fait. Ouais. Il faut y aller à l'opportunité. Exactement. Il faut pas hésiter à relancer. Je m'excuse si je t'ai trop relancé. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais ouais, souvent, tout le monde est très occupé, donc vouloir trop prévoir à l'avance, ouais, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, quand tu relances, je trouve que c'est pas un problème de relancer parce que ça apporte pas beaucoup de... Si t'as quelqu'un qui te relance et t'as pas envie, tu dis non. Oui. Donc, tu coupes court. Donc, si tu fais traîner, moi, j'estime que c'est de la faute de la personne qui fait traîner à ce moment-là. Tu vois, si je t'importune parce que moi, ça m'arrive aussi de relancer. Si je t'importune parce que je t'ai relancé, fallait me dire non, en fait. T'es un adulte responsable, dis-moi les choses. Et il y a pas de problème. Si tu me dis non, voilà. Donc... Ouais, c'est clair. Allez, dernière question rose. Du coup, je sais qu'est-ce que ça va être. C'est la question attendue. On peut partir un peu loin. Créer sans niche, c'est un risque pour toi ou une vraie vision long terme? Suis-je stratégique derrière mon innocente approche instinctive? En tout cas, est-ce que c'est un point d'attention pour toi? Tu le sais que tu n'as pas de niche, du coup. Et qu'est-ce que t'en fais, quoi? En fait, ce qui est marrant avec ce concept, c'est qu'il est né un peu n'importe comment, il s'est précisé, enfin, tout a été fait, voilà. J'ai pas vraiment maîtrisé comment ça s'est fait. Enfin, j'ai eu l'idée, puis ça s'est vite professionnalisé, puis c'est toujours comme ça, en fait. Quand j'ai des idées, moi, je vais tellement vite à les réaliser après que ça s'emballe et derrière, je me retourne pour tirer les conclusions, mais je n'ai pas la vision à l'avance. Et... là, sur ce concept, quand je me retourne, je constate les difficultés que ça implique de ne pas avoir de niche, mais je constate aussi effectivement qu'il y a beaucoup de points positifs. Et je ne l'ai pas créé en ayant une vision d'avenir, je l'ai créé en mode... je l'ai créé vraiment, j'avais l'impression que c'était un tout petit truc. En fait, quand j'y ai pensé à la hauteur de si maintenant tu me disais vas-y réfléchis à un format court.
et que je te préparais un réel de 2 minutes, voilà. Et je l'ai vraiment pensé à cette hauteur-là. J'étais en mode, c'est un petit truc, enfin, on s'en fout, quoi. C'est juste pour expliquer, c'est pour faire une vidéo pour expliquer que, voilà, je vais changer de métier et que je bifurque. Et j'avais pas saisi à ce moment-là l'ampleur que ça allait prendre. Et l'ampleur, ça l'a pris très vite, d'ailleurs, non? Bah, en fait, c'est que vite, je me suis dit, enfin, vite en le pratiquant et en voyant l'engouement, et enfin, même moi, ça sonnait bien, quoi, en fait. Et je me suis vite dit, c'est quand même cool et ça peut peut-être être plus que ça, quand même. Un truc plus poussé. Et puis, j'ai du mal maintenant à me rendre compte de tout ce qui a été mis en place dans le niveau de professionnalisation, on va dire, et qui fait que ça rend le concept plus tangible et plus installé. Mais ouais, en tout cas, j'avais pas la vision, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, est-ce que j'ai la vision? Oui, j'ai clairement la vision. Préparez-vous, en fait. Non, j'arrive jamais à dire si j'ai de l'ambition ou pas. Parce que c'est pas une ambition vorace de vouloir faire des grandes choses et tout. C'est plus que je vois que le concept peut être puissant et peut apporter des trucs hyper cool. Et je serais presque prête à... En fait, j'ai envie de faire vivre le concept, justement parce que il fait connecter les gens entre eux et qu'il y a 1 million d'autres trucs positifs que ça entraîne. Et que, en fait, je suis hyper convaincue que son impact est positif. Et du coup, j'ai trop envie de le faire vivre. Mais même s'il vit sans moi, enfin, tu vois, c'est pas... Moi, j'ai pas de l'ambition, genre, j'ai envie de devenir hyper connue pour pouvoir faire des trucs cool. Non, j'ai vraiment envie que le concept soit utilisé au maximum et que tout ce qui peut apporter de positif soit apporté. Est-ce que c'est un teasing de non. quelque chose? Non, okay, parce que moi, j'ai imaginé des choses. Ouais. Non, c'est pas un teasing, mais en fait, c'est plus pour dire que je suis hyper ouverte à le laisser évoluer et que j'ai très à cœur de continuer à le faire fonctionner dans la durée. Et que du fait que je peux aller voir plein de niches différentes, ça me permet de me dire que il est un peu infini quand même. En fait, c'est plus pour dire que je vois qu'il peut aller loin et, enfin, tu vois, tu le comprends vite parce que je pourrais jamais avoir fini le game, en fait. C'est ça qui est excellent. Ouais, c'est que j'aurais jamais fini. Et tu t'éclates. Bah ouais, ça. Bah, c'est une idée tellement réjouissante dans la vie de te dire que t'auras pas fini, jamais. Parce que moi, ma terreur sur Terre, c'est d'avoir fini. Enfin, qu'est-ce que tu fais après? Tu peux plus jouer. Ouais, tu peux jouer à l'infini. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que, sans parler de niche, en fait, je pense que tu as créé ton propre standard. Enfin, ce concept, c'est ta niche, entre guillemets. C'est peut-être un peu barré, mais ça n'existait pas. Bah, toi, tu l'as créé. Vrai. C'est quelque chose où tu te réinventes. Là où j'imagine que ça peut être un peu plus difficile, c'est peut-être pour associer aussi les bons sponsors et partenariats qui, l'air de rien, c'est ça qui te permet de continuer dans le projet, très, très parce que c'est ça qui te nourrit. C'est moins facile. Mais pour le concept et vraiment la transmission, le contenu, je trouve ça trop cool. Justement, ça sort des sentiers battus et ça génère en fait aussi une incertitude pour ta communauté. On en parlait vite fait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter après, encore? je tiens quand même à dire, parce que je sais pas trop quoi en penser, mais et surtout je sais pas à quel point je suis moteur de ça ou c'est juste parce que je le remarque vu que je suis là-dedans, mais il y a beaucoup de choses maintenant, d'émissions télé qui se préparent sur des choses en rapport avec le fait d'aller dans des métiers, dans d'autres métiers, etc. Ou même, non mais ça c'est quand même le summum, je trouve ça fou. Hein. Dans LOL, la réédition, là, le nouveau LOL. Tu vas me spoiler? Ouais, mais c'est un petit détail. Okay. Mais la petite fille, la jeune, elle elle met des métiers qu'elle rêve de faire dans un pot, et à la fin, elle pioche des métiers. Et je me suis dit, non mais, créditez-moi au bout d'un moment. Là, c'est un petit peu abusé quand même. Mais c'est drôle, et je sais pas, tu vois, ça, si c'est une coïncidence, parce que c'est une idée logique dont on a besoin, et du coup, ça fait sens, ou juste, ils ont vu mon compte. Mais du coup, c'est dans l'air du temps, ça, c'est sûr. Dans le sens où, je pense que notre génération a besoin de ça, de retrouver une autre façon de pouvoir se reconnecter au travail et aux professionnels. Une façon amusante, si on peut le faire aussi, c'est cool. Un peu de jeu. Ouais. Ok, trop bien. Et allez, il y a une dernière partie qui nous attend.
qui de nouveau est un peu plus connecté vraiment à toi. Ok. Et à peut-être la partie un peu plus vulnérable Très bien. de ce projet, de ta vie de créatrice, ce sont les papiers verts. Ce sont les papiers verts, les papiers dangereux. Non, ils sont pas très dangereux. Et il y en a un des papiers, je pense, on en a déjà pas mal parlé. Est-ce que ta communauté te connaît vraiment? Bon, voilà, celle-ci, finalement, elle revient avec le papier violet où on a passé du temps Non, c'est dessus. super intéressant comme Mhm. question. Parce que ma communauté ne connaît pas grand-chose de ma vie personnelle. Oui, c'est vrai. En fait, on D'ailleurs, s'en tu as rend même pas changé compte. de pseudo il y a quelques mois. Carrément. Comme ça, l'objectif, c'est que les gens n'utilisent même plus mon prénom de naissance. En fait, c'est pas que j'ai pas envie que les gens le sachent, c'est plus que j'ai pas envie que les gens pensent que c'est un truc à mettre en avant, duquel se vanter. Il y a vite ce truc-là avec les réseaux. Il y a vite ce truc de comparaison. Il y a vite, toute cette course à. En fait, j'ai pas envie que les gens se disent ah, elle est stylée cette meuf. J'ai envie que juste ils se disent ah, le travail est intéressant, c'est bien fait, et du coup que ça reste professionnel. Mais c'est vraiment, je le vis plus comme un journal de bord que comme une démonstration de qui je suis, qu'est-ce que je fais, et justement aussi parce que j'ai voulu m'éloigner. En fait, j'ai jamais mis de choses de ma vie perso parce que j'avais pas vraiment envie, je crois. Mais si je l'intellectualise, c'est que j'ai pas non plus envie de recréer ce truc de il y a 300 000 personnes qui m'aiment moi parce que je suis marrante, parce que machin. J'ai envie de savoir dans mes rencontres du quotidien qui se font en dehors de ce cadre si les gens me trouvent marrante. Donc, Et finalement, c'est un peu différent quand même. C'est très lié au voyage que tu as fait à vélo parce que tu as eu ce nouveau pseudo à ta période DJ. Ouais. Ça, je m'en souviens pour le coup. Ouais. Donc après, absolument. Il y a eu un désir de dire ce n'est pas comme ça que tu vas prendre confiance en toi et en ta personnalité. Donc, scinde les deux, quoi. Scinde les deux. Et puis c'est important parce que il y a aussi... mais tu vois, dans Comptoir Philo, j'en parle un peu plus. Mais plus de ma vision des choses, encore une fois. Mais c'est que, pour moi, ce qui est important, c'est pas vraiment ce que tu fais dans la vie et ton quotidien. Et ça peut tellement dire tout et son contraire. Enfin, tu vois... je sais pas, quand tu mets des choses de ta vie perso et de ce que tu fais de ton quotidien, ça laisse trop place à l'interprétation et justement où les gens pourraient se dire ah bah elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça, ce qui n'est pas forcément le cas et j'ai pas envie d'être confrontée à ça. Puis encore une fois, je trouve ça pas particulièrement pertinent. Je trouve que c'est bien aussi de savoir se dire que sa personnalité brille dans l'intimité et que du coup c'est dans l'intimité qu'on la livre. C'est cool. Ouais, tu la valorises d'autant plus. Alors après, en fait, c'est une vraie question parce que je me la pose vraiment. À quel point les gens sont capables de cerner qui je suis dans l'entièreté à travers mes réseaux. Parce que quand mes potes, ils me disent non mais t'es exactement la même que sur les réseaux. Je leur dis oui mais c'est parce que toi tu me connais. Donc tu as toute la vision. Et donc ce petit échantillon, tu te dis, il rentre dans ta vision globale évidemment. Mais les gens qui n'ont que cette vision, est-ce qu'ils arrivent à imaginer le global correctement ? Ça je sais pas. Peut-être qu'en vrai, je suis insupportable. On ne saura jamais, a priori. Voilà. Peut-être que en tout cas, c'est hyper mature comme façon de voir les choses aussitôt dans ta vie de créatrice de contenu, parce que du coup, ça fait 2 ans à peu près, c'est ça ? Ouais. T'as bien scindé très, très rapidement. Et est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? On n'est pas là pour en juger, mais moi, je trouve ça très cool, en tout cas. Mais même, ça m'oblige à continuer à faire des choses, pas pour les caméras, parce que, évidemment, que dans mon métier, je me dis pas ça, je le fais pour les caméras, je le fais parce que c'est cool pour le projet que j'ai envie de le faire, etc. Mais, faut être réaliste quand même, je filme à la fin. Donc, même si tu ne le fais pas pour ça, tu le sais qu'il y a les caméras. Tu le sais comment ça va être. C'est quand même un petit peu différent. Et du coup, d'avoir des zones de ma vie aussi où je sais qu'il n'y a pas de caméra, que ce n'est pas filmé, que je peux être complètement moi, ne serait-ce que pour me connaître, justement. Et pour pas être tout le temps en moi social. Le moi qui n'a personne sur le dos, qui ne voit rien, ou qui est vraiment avec ses gens de confiance, il ressemble à quoi ? Il me faut des périodes de ma vie comme ça. Ouais, clairement. Allez, je décide maintenant, je pioche un nouveau papier. Vert. Le bleu, tu le laisses pour la fin. C'est laissé pour la fin ? Ouais. Très bien. As-tu déjà souffert de la solitude du créateur de contenu ? Oui, énormément. C'est ce que je te disais sur le fait que j'avais un peu trouvé
beaucoup de bien dans le fait d'avoir une équipe quand j'étais athlète et que j'ai essayé de le refaire vivre derrière. Mais ouais, des fois, clairement, c'est des trucs qui me pèsent énormément. Ça fait même partie des mots principaux liés à cette activité. Parce que t'es le seul à avoir tes problèmes, en fait. Je sais pas, il t'arrive une mauvaise nouvelle, personne ne peut partager ta peine. Il t'arrive un truc hyper cool, personne ne peut partager ta joie. Et des fois, c'est un peu pénible. J'arrive quand même à partager ma joie, même avec mes proches, etc. Mais ils se réjouissent d'eux et pas avec. Et c'est quand même différent. Et puis, c'est quand même un métier à part qui est peu relatable aussi pour l'entourage. Donc, ça doit être une difficulté. Ouais, et puis, en fait, tu sais, je raconte tellement sur des plateformes différentes, à des gens différents que des fois, je sais plus trop. Enfin, l'autre jour, j'ai appelé mes parents et ils m'ont dit, mais en fait, tu fais. Et je me suis dit, putain, mais un truc de base que j'ai raconté à tous les écrivains que j'ai rencontrés, à tout le monde et tout, j'ai oublié de leur dire à eux. Et donc, ils ont loupé ce passage. Et il faut raconter, il faut machin, tu vois, faut réussir à updater tout le monde. Et du coup, c'est encore plus dur de se sentir connecté. Donc, ouais, clairement, t'es tout le temps seul face à tes difficultés. En fait, c'est juste que ça crée un réflexe que j'essaye de casser, de t'en sortir par toi-même. Et qui est quelque chose que moi j'ai déjà beaucoup et qui est, je pense, un de mes travers, c'est que je vais me dire que je me débrouille. Parce que si j'ai une difficulté, je vais réfléchir à comment je peux la passer, ensuite je vais la passer, et du coup mon cerveau il retient que c'est bon, je me suis débrouillée, et ainsi de suite. Et donc en fait, à la prochaine difficulté, je vais même pas réfléchir à est-ce que quelqu'un peut m'aider. Je vais direct me dire, allez hop, comment je peux faire, machin truc. Et à la fin, tu t'as trop sur tes épaules, c'est trop dur. Et quand il y a trop de difficultés, tu t'effondres parce que tu ne comptes que sur toi-même et que tu ne sais même pas qui appeler. Alors qu'il y a des gens qui seraient ravis de te répondre, mais t'as tellement pas le réflexe que tu le fais pas, quoi. Ouais, t'as appris à tout dealer toute seule, donc il faut que ça se passe comme ça, quoi. Exactement. Donc t'aimerais bien plus tard pouvoir avoir l'opportunité de travailler en équipe. J'essaye de recruter du monde, de faire des projets plus gros qui impliqueraient des prods, etc. pour apprendre à travailler avec des gens. Des fois, là par exemple, je me dis, il y a des trucs, je sais que je pourrais les faire toute seule, mais je pense qu'il faut que je le fasse avec des gens juste pour pouvoir apprendre à travailler avec des gens. Ouais. Et ça veut aussi dire accepter que ça soit pas exactement comme si tu l'avais fait ça, toi je toute n'accepte seule. pas. Et ça, c'est vrai que c'est dur. Ça, je n'accepte pas. Non, mais pour de vrai, au départ, il y a aussi cette volonté de tout faire parce que j'adore et parce que comme ça, j'apprends et voilà. Mais maintenant, je me restreins pour pouvoir donner plus de place au métier. Hâte de voir ce que ça donnera Miss You Charlie avec équipe. Ouais. Ce sont des grosses prods. On va retourner le monde. Ouais. Allez, je te laisse avec le dernier petit papier vert qui est un peu plus léger. On va terminer avec un peu de légèreté. Mais attention, c'est pas fini. Est-ce que tu as déjà eu un moment what the fuck, qu'est-ce que je fous là? Alors oui, clairement, j'ai eu plein de moments what the fuck, qu'est-ce que je fous là? Mais genre plein, et c'est hilarant. Moment où j'étais, alors marin, il y en a eu beaucoup à la suite. Mais en même temps, quand on voit les décisions, je vois même pas pourquoi je me suis dit ça alors que c'était archi logique que je sois là. Mais le premier bateau que j'ai trouvé, c'était un gars qui était en Sicile à ce moment-là, un Allemand qui était en Sicile, qui faisait un peu de créa de contenu, et du coup, il y avait beaucoup d'images de lui avec son bateau. Je l'avais vu, tu vois, tu le vois parler, il y a un peu des trucs où c'est un peu plus tangible. Mais tu le connaissais pas? Non, je le connaissais pas. Je lui ai juste envoyé un message en mode mec, tu vas où? Guten Tag. Et le lendemain, j'étais sur son bateau. Et après, j'ai passé 6 jours avec le mal de mer total. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a quitté le port, c'est-à-dire que la veille, j'étais en Normandie, et le lendemain, j'étais en Sicile sur son bateau, je connaissais pas le gars, et on avait 6 jours à faire comme ça sur le bateau. Il y avait son frère, donc on était tous les 3. Et c'était loufoque, quoi. Ouais. C'était loufoque. Et ce qui est bien, c'est comme idéalement, il n'entendra pas, mais on s'est pas très bien entendu. On s'est pas bien entendu, c'est juste que on n'a pas connecté en tant qu'humain. Ouais. Mais après, c'était très cordial, il y avait pas une mauvaise ambiance ou quoi, mais quand t'es 6 jours à 3 et que le courant n'est pas exceptionnel, et que t'es malade en plus. En pleine vulnérabilité sur un bateau de quelques mètres carrés. Tu te dis un peu, quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Clairement. Ou, autre truc, à la fin de DJ, la dernière scène que j'ai faite, c'était très très drôle parce que, donc moi je mixais quand même globalement de la techno ou de la house un peu, voilà. Et en tout cas, je mixais quand même entre
120 et 140 BPM, pour les gens qui connaissent, c'est quand même un peu rapide. Et des grosses basses, pas de paroles, des trucs... Ouais, pas des trucs mainstream. Et je m'étais même pas intéressée aux trucs mainstream, en fait. Parce que, je sais pas, j'étais partie dans mon délire, enfin bref. Et je me retrouve à mixer pour un club à Bruxelles, un peu chic, avec genre un très bon resto. Et en fait, les gens, après le resto, venaient dans la partie dansante pour s'amuser et tout. Mais genre en talons et robe à paillettes. Techno. Moi, je suis arrivée, j'avais des Toujours casquettes, pareil. des grosses docks. Et alors qu'en plus, j'avais pas forcément ce genre de look d'habitude, pas particulièrement sombre ou quoi. Mais là, je sais pas, j'étais en mode... Enfin, voilà. Et donc déjà, à l'entrée, ils me disent bah, vous enlevez votre casquette, en fait. Vous croyez-vous? Donc déjà, c'était drôle. Et après, quand je commence à mixer, le club se vide, quoi. Et c'était lunaire. Et non, mais c'était hilarant. C'était hilarant. Ce qui est génial, c'est que c'est des moments... J'avais une de mes très bonnes potes qui était avec moi. Et en fait, c'était Henri PFR qui m'avait calé là, qui est un DJ très cool et qui vit à Bruxelles. Et... du coup, lui écoutait mon mix. Et en fait, pour moi, c'était important que lui me dise à la fin ce qu'il en pensait. Beaucoup plus que est-ce que le public aime. Et en fait, du coup, c'était juste un énorme gag que le public s'en aille. Mais quand même, après, évidemment, le propriétaire du club est venu me voir en mode... tu vas changer tout de suite de DA parce que ça fonctionne pas du tout. Mais du coup, t'as dû vivre quelque chose qui arrive vraiment au DJ dans la vraie vie, quoi. Bien sûr. C'est qu'on te book et on n'a pas regardé ce que tu jouais. Et du coup, tu te retrouves à... Enfin, tu fais ce que tu fais d'habitude et tu te rends compte que c'est pas du tout adéquat. Et donc, ce qui était génial, c'est que il y avait le gars qui joue là d'habitude, qui du coup m'a repris. On a fait un B2B, donc lui mettait du commercial, ensuite je lâchais un peu un son. Et donc, en fait, on a mixé comme ça et ça a fait un super ensemble. C'était très sympa. Et puis, encore une fois, les gens faisaient que c'était cool. Pas le public, mais Henri, ma pote, le gars qui était programmé là d'habitude. En fait, nous, ça nous amusait parce qu'on savait que c'était comme ça. Mais encore une fois, tu vois, ça montre le décalage entre le regard des gens et le regard intérieur de la scène DJ. Qu'est-ce que... Enfin, eux, ils trouvaient ça bien. Et moi, j'étais trop fière et trop contente. Et donc, en fait, c'était un bon moment. Mais le public trouvait ça nul. Et c'est hilarant, en fait, ce bide entre un gars qui fait Tomorrowland qui dit « C'est vraiment impressionnant que tu saches mixer comme ça en 3 mois ». Et le public qui se taille, en fait. Mais là, c'est pareil. J'étais en mode, mais pourquoi je suis là? Enfin, hilarant. Et ensuite, ça s'est un peu rempli quand même avec les gens qui oui. Après, les gens ont arrêté de partir, ça s'est rempli. Voilà. Bon, ça va. On a sauvé les meubles. Je n'ai pas fait couler la boîte, faut pas abuser. Et tu vois, finalement, tu arrives à en faire quelque chose de positif quand même dans le cadre de ta démarche. Ouais. C'est trop cool. Mais là, tu vois, le soir, quand je rentre chez moi, je me dis... Heureusement que je l'ai fait dans ce contexte et en m'entourant, justement. Ouais. Heureusement que je suis allée voir des gens, heureusement que je l'ai fait dans un truc marrant, dans un contexte comme ça, et que je suis pas allée toute seule, moi. Et c'est ça qu'ils font, les DJ. Les gens qui essayent de fonctionner, ils se retrouvent tout seuls face à leur scène et tu vis ça tout seul face au public. C'est dur, je pense, de rester confiant dans ce que tu fais et de dire non, c'est bien, là, c'est juste pour gagner ta vie, vas-y. Eh bien, c'est le moment du petit papier bleu. Alors, juste pour t'expliquer la démarche du papier bleu, pour moi, il est en lien avec ton plan sur la comète à toi. Je sais pas comment tu l'interprètes, cette expression, mais en tout cas, je pense que la question est ta réponse. Il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de suspense. Non, mais j'en fais beaucoup trop pour pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un rêve un peu fou que tu n'as pas encore osé mettre dans le bocal? Ton plan sur la comète à toi. Je sais pas si j'ai des plans que je n'ai pas mis dans le bocal, mais il faut savoir que je n'ai pas de grands rêves. Je me suis rendu compte de ça récemment. Je n'ai que... En fait, je dis ça, mais c'est horrible de dire ça, mais je n'ai que des petits rêves, dans le sens des rêves que... vu que j'arrive à les réaliser, j'estime que c'est pas des grands rêves, tu vois... Inatteignable. Je serais face à, je sais pas, Tony Parker et il dirait « Non, mais tu rêves pas assez grand !» Oui, c'est vrai, je rêve pas de trucs inatteignables, dans le sens où, quand j'ai fait athlète, moi, je rêvais pas de finir première à ce triathlon. Mais parce que j'en ai jamais rêvé. Et du coup, ça change tout, je pense. C'est vraiment, j'ai que des petits rêves inatteignables et j'ai pas trop ce côté... Le grand rêve idéal. C'est que des petits projets, je me dis, hey, ça a l'air un peu cool quand même. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, je pense, c'est que depuis que j'ai démarré ce concept, et tous ces petits projets-là, en fait, c'est peut-être pour ça que je te réponds ça comme ça. Parce que tous ces petits projets, que je considérais à la base d'ailleurs comme des grands rêves, et vu que je me mets à les réaliser un à un, dans ma tête, ça devient plus que des petits projets que j'ai envie de faire un jour.
Mais je sais que je vais les faire, que si j'ai envie, il suffit de m'y mettre. Et c'est très apaisant aussi. Ça enlève une grande part. Enfin, je me rappelle d'avoir grandi avec beaucoup d'idées comme ça et beaucoup de choses. Et à chaque fois, tu vois, par exemple, les bateaux. À chaque fois que quelqu'un me parlait de bateaux ou de tour du monde ou de trucs comme ça qui étaient à la base le rêve que je voulais tester, enfin le truc que je voulais faire et que j'avais mis dans ma petite liste de choses à accomplir, j'étais un peu triste, un peu jalouse, un peu frustrée parce que je savais que c'était un grand rêve que je réaliserais jamais. Et quand je m'y suis mise et que j'ai commencé à mettre un peu le premier pas en allant faire ces 3 mois marins, je me suis rendu compte que c'était juste que c'était faisable, quoi, et atteignable et tout, et que du coup, je n'avais que des projets qui étaient atteignables. Et il n'y avait pas de grands trucs surhumains. Donc, peut-être en vrai, ça peut être fou et atteignable, hein. Ça peut être fou et atteignable, mais je crois que je n'ai pas de trucs... Ouais, tu vois, j'ai pas de trucs où tu te dirais c'est complètement taré. J'ai pas ça, moi. J'ai que des petits trucs sympas, mais parce que c'est ça qui m'intéresse, je pense. Oh, mais je comprends tout à fait ta réponse. Et il y a cette question, moi, elle m'a déjà fait bugger aussi. Ouais. J'allais voir Marie Saint-Filtre en spectacle il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et quand tu arrives dans la salle, en fait, il y a sur l'écran un gros QR code avec quel est votre rêve. Et avec ma pote, on était là. Le rêve, moi, je saurais pas te répondre. Ouais, j'avais pas de rêve de fou. Elle, pour le coup, c'était de construire un foyer, enfin d'être dans sa maison où elle se sente bien en sécurité. Donc, tu vois, c'était son plus grand rêve et ça reste atteignable. Et moi, j'avais écrit de vivre des aventures. Ouais. Donc, c'est hyper abstrait. Je pense que c'est atteignable aussi et rien à voir. Je me suis toujours dit aussi que j'aimerais trop avoir un petit café, être barista, faire ma petite très vie bien, comme let's ça, go, tu vois, j'adore. un jour dans ma vie. ça à Lyon. Ouais. Non, mais carrément, mais en fait, quand tu regardes ça, c'est pareil, c'est des trucs atteignables. Genre, moi, je suis déjà passée devant un Begelstein. Je spoil un métier. Et je me suis dit, mais en fait, un Begelstein, c'est une chaîne. Le truc, c'est une franchise. T'imagines comment c'est rapide d'installer une franchise? Ouais. Il suffit d'avoir un local et Begelstein t'envoie littéralement tout pour mettre ton business plan en route. C'est exceptionnel. En fait, c'est plus compliqué que ça, évidemment, mais je veux dire, comme... Toi, si tu veux un café, si tu ouvres une chaîne, par exemple, en fait, en 6 mois, t'es lancé, ça se trouve. Et du coup, est-ce qu'il y a des grands rêves comme ça? En fait, je trouve, quand tu te mets à réaliser tes rêves, tu te rends compte que c'est que des projets. Sauf... si t'as des rêves un peu irréalistes ou très 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 loin. Ouais, être astronaute. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je crois que j'ai pas l'énergie de me dire que j'aimerais bien être astronaute parce que je sais que ça... Je sais pas. C'est pas relatable aussi. Oui, puis par rapport je sais que je pourrais pas, donc... et puis, oui. je sais pas, ça m'intéresse. Si, je te dis ça, mais attends, mais bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il est pas réaliste. En fait, j'aimerais trop être... Je sais pas, je te le dis alors que c'est pas... C'est pas dans le bocal. C'est pas dans le bocal du tout, évidemment, mais j'aimerais trop, en tout cas ça m'intéresse, être ministre de l'éducation. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Je comprends pourquoi c'est pas dans le bocal. Ouais, c'est pas dans le bocal. Ouais. Mais le parcours pour y accéder ne m'intéresse absolument pas. Ce qui fait que je n'y arriverai jamais. Parce que je refuse de me lancer. Peut-être que si je me lançais corps et âme dans le parcours, on sait pas. Mais je refuse de me lancer dans le parcours. Ouais. Faudrait un peu que ça me tombe dessus de façon indirecte, tu vois. Après, il y a peut-être un monde où tu peux twister ça en mode essayer de reproduire un quotidien, de capter et de mettre en avant les enjeux. Non, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas être ministre. En fait, c'est pas être ministre de l'éducation qui m'intéresse. C'est devenir. C'est... En fait, je sais pas comment dire. C'est le challenge d'essayer de faire de cette position qui doit être, j'imagine, très compliquée, où t'as beaucoup de contraintes et résister à la noirceur, en fait, justement, du truc. Et à rester positive et à essayer d'avoir un impact positif malgré tout ce que ton humain égoïste te tire à faire, quoi. Résister à ça. Et me dire, est-ce que... En fait, c'est ça qui m'intéresse, je crois. Mais plus dans le sens où j'ai envie qu'il y ait un bon ministre de l'éducation. Ouais. J'aimerais bien que ça arrive dans la vie. Et que je me dis... Imagine que tu serais assez une bonne personne pour être ce bon ministre, ce serait exceptionnel. Donc ça, des fois, ça peut m'arriver d'y penser. Parce que je suis quand même confrontée beaucoup à ces notions d'apprentissage, d'éducation, de la méritocratie. C'est une question que je me pose beaucoup. Et du coup, en fait, tu vois, je pense pas que je serais un bon ministre en soi. Mais c'est plus, si je devais rêver à quelque chose d'irréel, ce serait ça. Ce serait savoir être un ministre compétent, qui a les bonnes clés. En fait, je rêve plus qu'il y ait un bon ministre, en fait.
Ouais. Quitte à ce que ce soit moi. Je me sacrifie pour le peuple. Non, mais c'est plus ça, tu vois, le truc un peu chimérique, on va dire. Ça en dit long de la politique, hein, que le seul truc chimérique, ce soit ça. Mais après, par rapport à aussi ta position en lien avec la justice, ça créerait peut-être des dualités en toi. Mais c'est ça que je trouve intéressant, justement. C'est que, pour moi, ce serait une occasion d'en faire une force de mon sens de la justice. Et justement, jusqu'où mon sens de la justice résistera à... parce que je suis certaine que quand tu es dans ce genre de métier, tout te fait tendre vers quelque chose d'injuste. Et du coup, à quel point tu peux résister pour rester juste? Tu sais, souvent les ministres, ils ont quoi, la cinquantaine? Ouais. On se reparle dans 30 ans. Grave. On sait jamais ce qui peut se passer en 30 ans. C'est jamais. colossal. Regarde ce qui s'est passé dans ta vie en 2 ans. Ouais. Non, mais c'est clair, on sait pas. Je vais garder cet enregistrement. Non, mais oui. Après, ce qui est sûr, c'est que je débarquerai pas comme ça, encore une fois. Et que comme je ne vais pas... Enfin, en fait, je suis quasi sûre que ça n'arrivera pas. Parce que pour l'instant, j'ai pas du tout envie de mener la carrière pour. Et donc, du coup, je ne fais aucun choix en fonction de ça, etc. Mais peut-être qu'à un moment, ce qui arrivera, par contre, c'est que je me dirais, allez, c'est bon. Au charbon, on se lance. Ça m'étonnerait. Mais peut-être. Mais je te rappellerai comme ça. Je te dirai, surveille, on ne sait pas. C'est peut-être maintenant. Mon plan sur la comète. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Charlie, pour ta disponibilité. J'ai adoré cet échange. Avec plaisir. C'était la première fois dans ce studio lyonnais. Première fois sur les terres lyonnaises qui sont pas loin de chez moi. Donc, c'était un plaisir aussi. Ouais, mais c'était trop chouette. On a abordé plein de sujets hyper cool. Justement, on est rentré très vif dans le sujet. Ouais. Et très jalouse de ton pot. J'espère que ça aurait été quand même agréable aussi à l'écoute, ces transitions de papier en papier. Ouais. Moi, ça m'a permis de me détacher de mon ordi aussi. Ouais, c'est chouette. J'ai trop aimé, mais je veux pas te voler le concept du pot. C'est bien. Je te le laisse. Mais celui-là, je le garde quand même. Et bah, à bientôt, merci. À bientôt. Ciao.